Lui, c'est Dédé. Moi, Ah, c'est Tété. Lui, Tété, moi, Dédé. Quand on vous propose de partir faire des voyages dans un endroit où il y a les plus chouettes musiciens du monde qui jouent, et puis en plus dans un endroit qui est un petit peu la terre promise des musiciens, il ne faut pas réfléchir à deux fois avant d'y aller, quoi. En l'occurrence, la terre d'Amérique et 4 de ses villes les plus emblématiques. Et après, quand on m'a dit que je devais partir avec lui, j'ai fait « Oh là là !» Bon allez, let's go. C'était assez réjouissant de partir faire ce voyage musical avec un autre musicien, parce qu'avant tout, on est 2 musiciens, mais pas n'importe quel musicien érudit. Et ça change. On échangeait un petit peu plus. Et c'est ça qui était intéressant aussi, c'est d'avoir à un moment donné une espèce d'aller-retour de sensations. Ça dépendait surtout des destinations, en fait. C'est-à-dire qu'André est beaucoup plus calé en jazz que je ne le suis. Et, Lui, il est beaucoup plus calé en folk et en blues que je ne le suis. et du coup, c'était un petit peu... disons, En hip-hop aussi. ouais, tout ce qui est voilà, musique un petit peu urbaine, ce genre de choses, tout ce qui est rock, pop. Et c'est vrai que moi, ça a été un guide, un guide de premier choix pour moi, pour en apprendre plus sur des genres musicaux que je ne maîtrisais pas, quoi. C'est-à-dire que je faisais le guide dans Harlem et lui, il me faisait le guide quand on était À la Nouvelle-Orléans. à la Nouvelle-Orléans, ouais. La ville qui m'a le plus marqué musicalement, c'est la Nouvelle-Orléans. Parce que je suis très sensible au ce qu'on appelle le blues du delta du Mississippi. Le delta blues, c'est la forme première du blues en fait, qui était jouée par des types seuls à la guitare. Et c'est le blues le plus dépouillé, le plus rugueux qu'on connaisse. Et tout vient de là. Toute la musique d'après-guerre telle qu'on la connaît, la musique nord-américaine, tout découle de là. Et moi, c'est vrai que tous les types en fait, qui m'ont donné envie de faire de la musique en fait, venaient tous quelque part de là. Même le folk de Bob Dylan est empreint de ça. On est vraiment dans Mark Twain avec Joe l'Indien, Huckleberry Finn, avec Tom Sawyer. avec les esclaves qui fuient et qui vont se réfugier dans le bayou et les Indiens qui les recueillent. Et là, ils s'échangent des choses qui viennent de très loin, quoi, puisque culture ancestrale indienne qui se mêle à l'Afrique et tout ça, ça donne la naissance du blues. Et tout ça, c'est la première fois qu'on a eu quelqu'un qui nous a raconté cette histoire-là, quoi. On parle du Mississippi, et c'est pas un hasard si on part du delta et on remonte le Mississippi. D'ailleurs, les 4 villes qu'on a fait étaient des villes d'eau, avec des ports. Et c'est vraiment des ouvertures sur le monde. C'est côte est, côte ouest. Et là-bas, on voit des jeunes mecs, des jeunes afro-américains qui jouent cette musique-là en disant c'est notre musique, c'est notre patrimoine, on le revisite. Donc cette musique est encore vivante et elle est encore en train de s'élaborer. Elle est reprise par des jeunes qui la revisitent en la changeant. Et c'est juste toute l'histoire de la musique qui continue, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train de refaire à base de ce son-là et de ces vieux ingrédients une musique nouvelle. Et on se rend vraiment compte en fait de ces échanges-là, de l'apport des Irlandais avec leurs mélodies, des Amérindiens avec leurs psalmodies, des Afro-Américains avec les rythmes et puis le rapport au cantique, au gospel qui s'est retrouvé dans la rue. Donc ça c'est pour la Nouvelle-Orléans. À Miami, on voit l'apport des Cubains. On comprend que pour passer du coq à l'âne, New York en 1942, il y a eu une grève. Donc tous les musiciens new-yorkais étaient en grève et c'est là qu'ils ont fait venir des types des Caraïbes. Donc ça a été encore un apport artistique. On se rend vraiment compte que c'est indissociable, la musique qui se fait dans un lieu, des différents apports qu'il y a eu, des vagues d'immigration successive, les mélanges qu'il y a eu, les ouvertures sur l'Europe ou d'autres parties du monde sur l'Asie pour San Francisco. À San Francisco, ce qui m'a le plus touché, c'est de voir que l'esprit des mecs de la Beat Generation était toujours là. Les hippies, non. Pour moi, c'était un endroit vivant, comme une espèce de source qui ne s'est jamais tarie depuis les années 50. Et où j'ai l'impression que l'esprit de la ville est encore imprégné de l'esprit de Kerouac et tout ça. On a été dans la maison de Grateful Dead, on était dans la maison de Fitzpatrick. Puis après, à New York, je l'ai emmené voir le piano de Cole Porter à l'hôtel, au Waldorf, parce que là, j'ai versé ma larme, quoi. Genre le piano sur lequel ont été composés tous les standards de jazz, des comédies musicales de l'époque et tout ça. Et waouh, j'ai senti sa vibe. Les rencontres qui m'ont marqué, c'est un peu des rencontres qui font le pont entre le passé et le futur en fait. Il y a des gens donc, justement, qui sont effectivement très 1912, qui perpétuent la tradition de ces musiques-là telles qu'elles ont été inventées. Et puis il y a des gens qui s'inspirent de ça, qui assument cette tradition-là mais qui la dépassent. Donc je pense
et à Patrick et à Irving Mayfield. Donc Patrick à San Francisco, Irving Mayfield à la Nouvelle-Orléans. Et puis j'ai presque envie de dire que ce qui m'a surpris au cours de ces voyages-là, c'est que le héros, en fait, de chaque épisode, c'était pas tant un individu en particulier, bien qu'on ait rencontré des gens de grand talent, mais c'est surtout le héros, c'était la musique et ces villes-là, quoi. Vous allez le voir bientôt sur France 5.